Autrement, voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur le pardon véritable. Le temps que tout le monde s'installe et le temps de laisser le temps aux derniers arrivants, je vais évoquer avec vous déjà quelques questions techniques. Peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre à côté de vous un crayon et une feuille si vous voulez noter des questions ou des idées qui vous sont venues le temps de la conférence. C'est que vous pourrez partager le temps dédié à la fin de la conférence, ce temps qui est prévu de partager ensemble. J'ai la grande joie ici, et je remercie infiniment Catherine qui a accepté d'être l'assistante technique de cette conférence. Catherine, en fait, c'est la personne qui admet les personnes qui sont en salle d'attente pour venir nous rejoindre. Et si jamais vous aviez au cours de la conférence un problème de connexion, vous pouvez, comment dire, lui écrire et ou revenir. Elle pourra vous reconnecter à ce moment-là. Donc, merci à toi pour cette aide précieuse, Catherine. Et, donc, c'est Catherine, vous pouvez la contacter en allant en bas dans la barre d'outils. Vous avez l'onglet participants qui vous permet d'aller voir les personnes qui sont là et vous pouvez échanger dans l'onglet discussion, allez lui écrire directement si vous le souhaitez. Par ailleurs, cet onglet-là, il est vraiment réservé sur la partie technique. Pour tout ce qui sera vos questions, vos partages, vos réactions, je vous invite à en prendre note et on pourra les partager à la fin de la conférence. Donc ça, c'était la partie purement technique sur le logiciel Zoom. Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent Zoom pour la première fois ici et qui auraient besoin d'explications? Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez ou ouvrir votre micro si vous avez des questions sur le fonctionnement. Pour lever la main, notamment quand vous voulez participer dans Zoom, dans l'onglet en bas, il y a un onglet marqué Réaction. Si vous cliquez dessus, il y a la possibilité de lever la main. Il y a une petite main qui est inscrite, comme ça. Et là, quand vous levez la main, je vous vois, moi, afficher à mon écran et je sais que vous avez une question à me poser. Et ce sera la fonction que vous pourrez utiliser pour le temps de partage, pour que je sache que vous voulez partager ou poser une question à la fin de la conférence. Et bien maintenant, la conférence peut commencer. Donc, je vais commencer par ce temps d'exposé, puis ensuite, nous pourrons partager ensemble. Alors, moi, je m'appelle Nathalie Sainte-Marie, j'ai 47 ans. J'habite en terre bourbonnaise, à côté de Vichy, la Bellerive-sur-Allier, depuis maintenant 5 ans, avec mon mari Philippe et Charlotte, ma fille qui a 13 ans. Et après avoir vécu plus de 20 ans en Île-de-France, où j'ai eu un parcours passionnant dans le monde de l'entreprise, en tant que commercial, manager, dans la communication et le marketing, avec ma famille, on a décidé de donner un autre sens à notre vie. On a déménagé il y a 5 ans et j'ai ouvert un cabinet de bien-être ici à la maison où j'accompagne les personnes qui souhaitent sur des séances individuelles, que ce soit des séances énergétiques avec le Reiki ou les flammes sacrées. Et je propose aussi des ateliers, des stages pour ceux qui veulent avoir des enseignements pour devenir autonomes dans leur capacité à prendre soin de leur énergie, et notamment des enseignements au travers du Reiki que je pratique maintenant depuis, le temps passe vite, plus de 18 ans, et les enseignements des flammes sacrées qui sont les 7 vertus à l'intérieur de nous, les 7 ressources sacrées dont chaque être humain bénéficie pour vivre sa vie pleinement et en harmonie. Et d'ailleurs, j'ai la grande joie dans mon activité d'être aussi écrivaine et j'ai un livre et un oracle qui vont sortir au mois de juin sur les flammes sacrées. Donc là, j'ai beaucoup de joie. Mon enfant intérieur est très pressé et je le partage ici avec vous. J'ai déjà auto-édité 2 ouvrages maintenant, il y a 2 ans, au moment du confinement. Et je ne savais pas que ces 2 ouvrages-là allaient m'ouvrir les portes d'une grande maison d'édition française. Donc, j'ai la joie de transmettre, que ce soit par l'écrit, par les formations ou lors de consultations individuelles. Voilà qui je suis, Nathalie Sainte-Marie. Dans mon parcours, j'ai constaté que, à un moment de ma vie, que je vivais de plus en plus de rancœur, de ressentiment, de rancune, et que je commençais à vivre des soucis, vous savez, relationnels, tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle.
Et puis, je me suis rendu compte que tout ça, c'était le reflet de mon histoire, parce que dès que je me sentais illégitime ou indésirable, et surtout que je m'accusais d'être illégitime ou indésirable, eh bien, je me sentais vraiment pas bien, en fait. Et ça, c'est le reflet de mon histoire, parce que quand ma maman est tombée enceinte, c'était avant le mariage. Et ça a créé des grandes histoires dans la famille, avec notamment une tante de mon père qui lui a dit mais comment ça, c'est pas possible, c'est pas dans les valeurs de la famille de tomber enceinte avant le mariage. Alors moi j'ai acheté la croyance que j'étais illégitime. Et puis mon papa, lui, le jour de ma naissance, il a fait presque une jaunisse. Parce que mon papa, lui, il désirait avoir un garçon. Donc, je me suis sentie indésirable en tant que fille. Et en fait, dans mes relations, à chaque fois que je me sentais illégitime ou indésirable, je m'en voulais d'être ainsi. Et puis, c'était de plus en plus souffrant. Jusqu'à un moment dans ma vie où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je me sentais de plus en plus triste, de plus en plus étiolée. Et ça m'empêchait d'avoir des relations harmonieuses, tant dans le domaine professionnel, le domaine personnel, familial, et de vivre ma vie de femme épanouie, qui avait une place auprès des autres femmes et des autres hommes qui pouvaient être désirables, et donc d'être épanouie. Et puis en fait, plus je m'accusais d'être illégitime, plus je m'accusais d'être indésirable, et plus je m'éteignais. J'attendais en fait que les autres me pardonnent d'être illégitime, d'être indésirable parfois. Alors c'est dans ce cadre-là que je vais vous inviter sur cette conférence du pardon véritable au travers de ma propre expérience, de mon chemin. Et on va voir ce que sont les 3 étapes du pardon véritable. Alors, je vais vous partager un écran. On va voir les objectifs de cette conférence. Tout d'abord, on va voir ensemble ce qu'est la définition du pardon. Ensuite, on verra les croyances qui empêchent d'aller vers le pardon véritable. Je vous proposerai 3 étapes clés pour aller vers ce pardon véritable. Et puis, on verra à la fin quels sont les bénéfices dans la relation aux autres et dans la vie d'être dans le pardon véritable. Alors, est-ce que vous êtes partant pour cette conférence sur le thème du pardon véritable ensemble? Alors, peut-être qu'autour de cette conférence, il y a des moments où vous allez entendre qui sont des choses qui ne sont pas du tout en lien avec ce que vous avez appris, ce qui est votre cadre de référence, votre cadre de valeur. Puis ça, on va le voir ensemble justement autour de cette conférence. Mais c'est OK. Ici, ce que j'ai envie de vous partager, c'est la façon dont moi j'ai appris le pardon véritable et je l'expérimente maintenant. Et prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que le pardon dans sa définition? Quand on regarde dans le dictionnaire, il y a de nombreuses définitions du pardon. J'ai essayé d'en faire une synthèse ici. Je vais vous présenter sur les grandes idées de ce qu'est le pardon. Alors, le pardon, c'est la rémission d'une offense. C'est ne pas tenir compte d'une faute. C'est demander l'absolution pour effacer, renoncer justement à cette faute et à tout le ressentiment, la rancune, la rancœur qui peuvent être engendrés par justement cette faute, cette accusation dont on essaie d'être absous, qu'on essaie d'effacer. Le contraire du pardon, on va trouver l'accusation, la vengeance, le jugement. Donc la notion de pardon, c'est vraiment la rémission d'une offense pour effacer un ressentiment, une rancune quand on sort de son cadre et qu'on commet une faute. Alors, quelles sont les croyances qui nous empêchent d'aller vers le pardon? En tant qu'être humain, on est tous dotés d'un système de croyances, un système de valeurs, un cadre de référence dans lequel on a grandi, qu'on a commencé à se construire tout petit auprès de nos parents, dans la famille dans laquelle on a grandi, et puis qui s'est constitué aussi de la culture dans laquelle on a grandi, que ce soit la culture religieuse, la culture spirituelle, la culture du pays ou du continent dans lequel on vit. Et tout ça, ça constitue un cadre de référence sur
comment on a appris chacun ce qu'était le pardon, comment être pardonné, comment se pardonner, et puis les peurs qu'on peut avoir autour du pardon. Alors, on va aller voir, que ce soit du point de vue collectif ou individuel, quelles sont ces croyances qu'on peut rencontrer justement dans ce cadre de référence que sont les valeurs et les croyances dans lesquelles on a grandi. Alors déjà, du point de vue collectif, on peut avoir grandi sous une influence religieuse. Dans la religion, on entend souvent que le pardon, c'est la rémission, c'est l'absolution et que seul Dieu peut nous remettre d'une faute. Et d'ailleurs, du point de vue religieux, le pardon, c'est l'acte qui restaure la relation avec Dieu, avec cette autorité ultime extérieure à nous. Dans les courants philosophiques, il y a un courant qui est le courant des les philosophes, les stoïciens, qui, eux, disent « Ah, mais il n'y a pas de pardon, ça n'existe pas chez nous parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur. » Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans c'est pas possible d'être pardonné parce que de toute façon, moi, je ne m'autorise pas le droit à l'erreur. Moi, je peux vous dire qu'en bonne perfectionniste, rigide, conforme, le droit à l'erreur, c'est quelque chose que je me suis peu autorisée dans la vie. Et peut-être que certains ici peuvent se retrouver dans cette idée-là qu'il n'y a pas de pardon possible parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans la vie. Et ça nous amène parfois à des beaux sujets justement philosophiques au niveau du bac, c'est peut-on tout pardonner? Et qu'est-ce qui est pardonnable? Qu'est-ce qui est impardonnable? Et ça, c'est là qu'on voit comment, en fonction de système, du cadre de référence dans lequel on a grandi, eh bien, on n'a pas tous forcément les mêmes réponses par rapport à ça. Parce que du point de vue individuel, en tant qu'enfant, ceux qui ont servi de cadre de référence pour constituer ce cadre de croyances et de valeurs, ce sont nos parents. Et enfant, souvent, les dieux, là, les autorités ultimes extérieures à soi, c'est le père et la mère. Et là, c'est là que l'enfant observe son papa, sa maman, observe, apprend aussi selon les valeurs que son père et sa mère lui transmettent. Ce que c'est être pardonnable, impardonnable, comment on peut être pardonné, comment nos parents eux-mêmes ont réagi par rapport à la notion de pardon. Et c'est comme ça qu'on s'est construit, en fait, au fur et à mesure qu'on a grandi. Alors, par exemple, quand on est enfant, on peut se dire, quand je commets une faute, c'est-à-dire que je déplais à papa et maman, je ne corresponds pas à leur cadre de valeurs, à leur cadre de leurs croyances, que ce soit dans le lien avec la famille, avec l'autorité. Et bien là, on a l'impression de commettre une faute. Puis là, c'est le petit enfant qui attend que papa au moment le pardonne parce qu'il peut avoir peur de déplaire, de se sentir seul, de ne plus être aimé. Et dans ce cadre de valeurs, ce cadre de référence, là, dans lequel on grandit, selon les familles, ça peut être, pour être un bon enfant, il faut être un enfant sage. Peut-être que vous, dans votre famille, c'était le critère de vos parents. Un enfant obéissant, un enfant serviable, un enfant qui aide. Vous voyez, et puis dès que l'enfant ne correspond plus à ce critère-là de référence des parents, eh bien, il a l'impression d'être en faute, et puis il a peur, et il attend que papa, maman viennent lui pardonner d'être en faute, de ne pas correspondre à cet idéal. De la même manière, on peut le retrouver à l'école, selon ce que nos parents ou nos enseignants nous ont inculqué. C'est-à-dire que pour être un bon élève, dans certaines familles, on peut avoir appris qu'il fallait avoir des bonnes notes. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là auprès de leurs parents, que quand ils avaient une mauvaise note, ils se sentaient en faute et ils attendaient le pardon de leurs parents? Parce que moi, j'étais plutôt une bonne élève, mais je dois avouer que quand même, j'ai été dans cette culture-là. Et je constate de ce que me dit Charlotte, ma fille qui est au collège, que beaucoup d'enfants aujourd'hui, dès qu'ils ont une note, vous savez, au-dessous d'un certain palier, puis c'est variable selon les familles, ils ont peur de déplaire à leurs parents et ils espèrent être justement que leur faute soit effacée de leurs parents, la mauvaise note selon leur perception. Puis dans d'autres familles, être un bon élève, c'est être un élève sage, un élève travailleur. Et puis, dès qu'on n'est plus dans la notion de travail, selon notre famille, on commence à déplaire et on espère être pardonné par ça.
Puis ça va se transposer après dans notre relation au travail quand on va devenir adulte. C'est-à-dire qu'on va avoir appris qu'être un bon salarié en entreprise, quand on est salarié, c'est être un salarié qui travaille dur, un salarié qui fait beaucoup d'heures, un salarié qui va être performant. Et puis, dès qu'on rentre plus dans ce cadre de référence, que ce soit celui qu'on a appris de nos parents, le nôtre ou celui de nos managers, qui sont devenus des figures d'autorité, eh bien là, on va se sentir encore en faute et puis on espère que l'autre en face va nous pardonner, va effacer cette faute-là. Donc, vous voyez comment ces cadres de référence se constituent et comment, en fonction du cadre dans lequel on a grandi, on évolue, on peut se trouver en faute et on espère que l'autre va nous pardonner. Et puis, quand on voit du point de vue familial, du point de vue de l'enseignement à l'école, de l'entreprise, eh ben, on le retrouve aussi du point de vue social. Parce qu'en fonction du pays, de la famille, de la culture dans laquelle on a grandi, le cadre de référence, des croyances, des valeurs ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a des pays où, pour que ce soit pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs, pour Mohamed qui est là, il y a des pays où c'est super bien d'avoir un bon ventre bien dodu, c'est signe de richesse, de santé, épicurien, mais même pour les femmes. Et puis, il y a des pays où être une femme, vous savez, vraiment parfaite, ben, c'est une femme qui n'a pas de ventre, y compris quand elle a eu 4 ou 5 enfants. C'est important d'avoir le ventre plat. Et puis, dès qu'on ne correspond pas à cette norme-là, ben là, on a tendance à s'accuser, à se juger. Puis on espère que les autres vont nous pardonner de ça, de correspondre à leurs valeurs, à leur système de croyance. On l'a rencontré beaucoup d'ailleurs dans notre société avec les critères pour recruter les mannequins. Jusqu'où ça pouvait aller, ça, le besoin de correspondre à ce système de valeurs, ce système de croyances, et puis de ne pas arriver à se pardonner si on n'y arrive pas, à quel point ça peut être souffrant. Donc, on le voit ça du point de vue physique, ça peut être sur les styles vestimentaires. Tel vêtement est à la mode, et puis après, dans un autre pays, c'est plus à la mode. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, ce cadre de référence, ce cadre de valeur, ce cadre dans lequel on grandit, il est très variable en fonction des personnes. Il y a autant de personnes sur Terre qu'il doit y avoir de cadres de valeur et de systèmes de croyances de toute façon. Et puis, en fait, dès qu'on sort de ce système de croyances et de valeurs dans lequel on a grandi, eh bien, ça commence à être souffrant. Est-ce qu'il y en a certains, là, qui, en entendant, se sont retrouvés déjà dans des expériences souffrantes pour eux, où ils sont accusés de ne pas correspondre à cet idéal dans lequel ils ont évolué depuis tout petit? Est-ce que vous avez, vous, des exemples qui commencent comme ça à monter, puis que peut-être vous pourrez partager à la fin de la conférence? Pour moi, quand je vous disais, je m'accusais d'être illégitime et indésirable. Et en fait, dans ma famille, du côté de mon père, ma famille paternelle, le système de croyance, c'est que c'était important d'avoir un fils pour avoir quelqu'un à qui transmettre le savoir-faire ancestral de la famille. Mon père avait une entreprise de restauration de monuments historiques et il désirait absolument un garçon pour pouvoir lui transmettre son savoir-faire et lui transmettre son entreprise. Alors moi, quand je suis née fille, et que mon père m'a dit, mais toi, en tant que fille, quand j'étais petite, mais tu peux pas me servir à grand-chose quand je voulais l'accompagner sur ces chantiers. Et je me sentais indésirable auprès de lui parce que j'étais une femme, je ne pouvais pas monter sur les toits, l'aider à faire sa couverture. Donc, vous voyez, déjà, là, le système de croyance du côté de mon père, moi, c'était il faut avoir absolument un garçon pour lui transmettre l'entreprise familiale. Et puis, il fallait vraiment que ce garçon, en plus, reprenne cette entreprise. Du côté maternel, moi, ce que j'ai appris, c'est que pour être une bonne fille, il fallait faire comme maman. Il fallait répondre aux besoins de maman avant que je réponde aux miens. Et puis, voir en plus, il fallait que je les anticipe. Alors, moi, dès que j'avais l'impression, vous savez, que je ne faisais pas les choses comme ma mère, alors je me sentais illégitime. Par exemple, là, à Noël, on est partis tous en famille. Et on range les courses. On est dans un appartement, j'ai 47 ans, ma maman en a 65. Et je ne range pas les courses à la façon de ma maman. Imaginez un peu. Waouh! Et ma maman dit, c'est pas comme ça, c'était pas le plus important à faire. Aïe, aïe, aïe. Là, Nathalie, 47 ans, je vous assure, elle était dans le même état que la petite Nathalie quand elle avait 5 ans, qui disait, aïe, 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 je suis illégitime, ça y est, je sais pas faire comme maman, je suis une mauvaise fille.
et je déplais. Et ça, c'était très difficile pour moi et très souffrant. Qu'est-ce que je m'accusais d'être illégitime, de ne pas savoir faire comme elle à ce moment-là. Vous voyez que ce cadre de référence, c'est celui qui nous amène à nous dire, mais dès qu'on en sort, on commet une faute. Vous savez, c'est comme quand on joue au tennis et que la balle, elle tombe hors terrain. Il y a faute. Il y a deux croyances principales sur lesquelles je voudrais vous amener au travers de tous ces exemples qui nous empêchent d'aller vers le pardon véritable. C'est la première, c'est que dès qu'on sort de ce système-là de référence, ce système de croyance, ce système de valeurs, on s'accuse d'être en faute, on s'en veut, ou on en veut à l'autre de nous avoir fait sentir comme ça, comme moi, hein, illégitime ou indésirable. Puis là, on aurait envie que cette sensation intérieure, quand on ne se sent pas bien, ce ressentiment, cette rancune soit effacée. Et puis là, on va attendre. Parce que la deuxième croyance principale qu'on peut rencontrer qui nous empêche d'aller vers le pardon véritable, c'est que l'absolution de notre faute, être remis de notre erreur là, selon notre perception, c'est un pouvoir extérieur à soi. On a dans notre culture, hein, vous avez vu, cette influence du Dieu ultime là, dans la culture religieuse, que seul Dieu, une autorité extérieure supérieure à nous, avait cette capacité de pardonner. Et donc, souvent, on attend que le pardon vienne des autres. Mais moi, adulte, je vais vous dire, je pouvais encore attendre longtemps le pardon de mon père parce que je m'étais accusée d'être indésirable, de ne pas être fils auprès de lui. D'autant plus que mon papa, lui, est décédé entre-temps. Et en fait, tout ça, c'est l'enfant. Nous sommes, hein, qui a appris ce cadre de référence depuis tout petit, qui a appris comme ça, qui attend d'être pardonné, d'être sorti du cadre, parce qu'il a une blessure à l'intérieur de lui, non cicatrisée, et qu'il a peur finalement de déplaire et de plus être aimé avec ça. De plus correspondre à l'idéal des figures d'autorité autour de lui, que ce soit le père, la mère, les enseignants, et puis ensuite les patrons. Vous voyez, ça se poursuit dans notre vie. Donc notre mental, notre système de croyance, pour lui, dès qu'on sort de notre cadre de référence, on commet une faute. Et quand on s'accuse et on se juge comme ça nécessite une intervention extérieure pour être absous de cette faute, l'effacer, pour renoncer à ce ressentiment, renoncer à ces rancunes, ces rancœurs que parfois on garde en nous depuis si longtemps. Alors si ça, ce sont les peurs qui nous empêchent d'aller vers le pardon véritable, qu'est-ce que c'est que le pardon véritable? Est-ce que vous savez que nous tous ici, on a un pouvoir extraordinaire à l'intérieur de nous? Un pouvoir de super-héros. Ce pouvoir que nous avons tous en nous, c'est le pouvoir de nous pardonner nous-mêmes, déjà. C'est d'aller au cœur de nous-mêmes, trouver ce super pouvoir dont nous sommes tous dotés, nous avons tous cette capacité à l'intérieur de notre cœur. C'est-à-dire que quand il y a une accusation, qu'il y a un jugement parce qu'on est sorti de notre cadre de référence, qu'on a l'impression d'avoir commis une offense selon notre système de croyances et de valeurs, qu'on a peur de ne pas répondre aux attentes des autres ou à nos propres attentes, eh bien, on peut aller déjà à l'intérieur de notre cœur pour accueillir l'humain que nous sommes dans notre humanité, de parfois ne pas correspondre à tout cet idéal qu'on s'est construit depuis tout petit. Puis parfois, parce que souvent, on arrive à être en fonction de ce qu'on a envie d'être, mais parfois, on a des croyances qu'on a depuis tout petit, et puis on n'a pas pu faire autrement que de ne pas être dedans, d'agir contre ce qu'on croyait être bon pour nous. Parce que ça, c'est important parfois, de pouvoir se donner le droit d'être un humain qui fait de son mieux. Et super pouvoir, c'est cette capacité qu'on peut déjà avoir à l'intérieur de nous accueillir, de nous pardonner quand on s'accuse d'avoir commis une faute.
Alors peut-être que là, en m'entendant, vous vous dites, d'accord Nathalie, mais maintenant je fais quoi avec ça? Comment je fais? C'est là qu'on va aller voir 3 étapes que je vous propose pour justement aller vers le pardon véritable, celui qui nous amène au cœur de notre humanité. La première étape, c'est déjà de prendre conscience quand on est en train de se juger, quand on est en train de s'accuser, puis qu'on aimerait que l'autre en face nous pardonne de ça, nous valide là-dedans. Et puis prendre conscience, parfois, c'est pas si facile que ça. Parce que quand on est sur des fonctionnements qu'on a appris depuis tout petit, et puis qu'on s'accuse depuis tout petit, comme moi, d'être illégitime ou indésirable, et que c'était profondément ancré dans mon mode de fonctionnement, la plupart du temps, j'avais pas conscience que j'étais en train de m'accuser et j'attendais que l'autre, justement, efface cette rancune à l'intérieur de moi. Parce que je trouvais ça normal, finalement. Mais quand je regarde maintenant un peu plus à l'intérieur de moi, surtout quand ça s'est accéléré et que j'en pouvais plus là, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais un malaise à l'intérieur de moi. Donc, comment vous pouvez prendre conscience du moment où vous êtes en train de vous juger ou vous accuser? Eh bien, à ce moment-là, il y a une agitation à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a quelque chose de souffrant en soi qui a été réveillé par une accusation. Et peut-être que dans les exemples qui sont notés là, tout au long de ce que je viens d'exposer auprès de vous, vous avez des situations qui vous sont venues où vous dites, mais oui, là, je m'accusais. Mais essayez de voir comment vous vous sentiez à ce moment-là quand vous accusiez. Ça peut se manifester au niveau émotionnel de différentes façons. Ça peut être de la panique. On se sent en panique d'avoir franchi une limite. Ça peut être de la tristesse. On peut se sentir très peiné de ne pas correspondre à notre idéal ou à celui de l'autre en face. Ça peut être de la colère aussi. On peut se sentir énervé, agacé contre soi, contre l'autre. Vous voyez, toutes ces émotions-là qui sont désagréables à l'intérieur de nous et qui sont le signal que là, oui, je suis en train de me juger, de m'accuser parce qu'il y a quelque chose de souffrant en moi qui a été réveillé. Notre corps, finalement, nous aide à prendre conscience de ce moment où nous franchissons ce qui nous semblait infranchissable auparavant. Donc, cette prise de conscience, au travers de cette sensation émotionnelle, qu'elle se manifeste dans le corps physique ou comment on se sent à l'intérieur de soi, c'est-à-dire triste, en colère, agacé ou paniqué, c'est ce qui nous aide à prendre conscience du moment où on s'accuse. Et qu'on va commencer à chercher auprès de l'autre, là, à ce que l'autre vienne effacer ce qu'on sent désagréable à l'intérieur de soi, d'être cette rémission de l'offense, effacer les rancunes, les rancœurs et les souffrances en soi. Parce que cette étape-là, elle est indispensable pour pouvoir accueillir cette partie souffrante en soi, qui nous mène à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est celle qui nous amène à accepter que oui, parfois, nous franchissons ce système de croyances et système de valeurs et que c'est souffrant. Alors là, Nathalie, vous allez me dire, Nathalie, c'est bien gentil, mais accepter ce qui est inacceptable chez moi dans ce que j'ai appris depuis tout petit, c'est difficile. Accepter, ce n'est pas le mental qui accepte, parce que lui, effectivement, il essaie de nous protéger de ne pas sortir du cadre et de déplaire au système dans lequel on a grandi, aux figures d'autorité. Accepter, c'est juste dire là, c'est souffrant. Là, oui, effectivement, je constate. J'observe que je ne me sens pas bien parce que je suis en train de m'accuser de quelque chose, parce que là, c'est quelque chose qui, pour moi, était à l'origine impardonnable, inacceptable. Ce n'est pas ma préférence dans ce moment-là. Ce n'est pas mon idéal parce que ce n'est pas comme ça que j'ai appris. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas comme ça que j'aurais envie d'être. Mais néanmoins, c'est comme ça que ça s'est passé. Et que là, dans ces moments-là, on peut avoir peur de déplaire, peur de se retrouver seul, peur de comment dire, je cherche mon mot, excusez-moi, de déplaire de ne plus être aimé en tant qu'être humain, parce que on est dans cette partie de soi là qui est très souffrante. Mais accepter, donner le droit d'exister, c'est d'accueillir le fait qu'on a fait de son mieux à ce moment-là et que même si ce n'est pas notre préférence, c'est là néanmoins.
Parce que quand on a réussi à accueillir cette partie de notre humanité, là, qui est souffrante, c'est là qu'on peut arriver sur cette troisième étape. Et cette troisième étape, c'est celle qui nous amène à prendre notre responsabilité. Ça veut dire quoi? C'est prendre notre super pouvoir intérieur là qu'on a dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on a découvert qu'on était en train de souffrir parce qu'on était en train de s'accuser? Eh bien, c'est faire l'expérience de ce pouvoir intérieur, de pouvoir se pardonner. Déjà, accueillir cette souffrance et cesser de s'accuser d'être ce qu'on ne voudrait pas être, quoi. Pour se donner le droit d'être un humain, parfois, qui fait de son mieux, mais qui ne correspond pas au cadre de référence dans lequel il aimerait évoluer. Donc, se pardonner soi, d'être ce qu'on s'accuse déjà. Alors, pour moi, au niveau de l'exemple que je vous ai communiqué, ça a été déjà de commencer à me pardonner, de m'accuser d'être illégitime quand je ne faisais pas à la façon là, de ma mère ou des autres femmes dans ma famille, ou d'être indésirable parce que je ne correspondais pas au désir de mon père d'avoir un fils pour avoir la place dans l'entreprise familiale. Puis alors ça, je vais vous dire, ça s'est perpétué derrière. Parce que j'avais acheté cette croyance-là. Donc, comme je m'accusais de ça, j'ai cru que je n'avais pas ma place en tant que femme dans le monde de l'entreprise. Donc, moi, dans le monde de l'entreprise, je vais vous dire, je suis arrivée avec mon énergie super masculine. Parce que pour moi, être une femme, ce n'était pas désiré par un homme dans le monde de l'entreprise. Donc, ça a été pour moi de pouvoir déjà cesser de m'accuser d'être indésirable parce que j'étais une femme, moi, dans le monde de l'entreprise. Ou parce que je ne faisais pas la façon de l'autre, en fait, et que je m'accusais d'être illégitime. Parce qu'en soi, c'est ni bien ni mal que je sois indésirable, ni bien ni mal que je sois illégitime. C'est parce que c'est mon cadre de référence, mon cadre de valeur, ce que j'ai compris, moi, petite, qui faisait que je m'accusais de ça. Heureusement, parfois que je suis indésirable auprès des hommes, même si je pourrais avoir le fantasme que tous les hommes de la planète me désirent pour la femme magnifique que je suis et d'avoir une cohorte d'hommes autour de moi, bien sûr que mon mental serait très content de ça. Mais la réalité en tant qu'être humain, c'est que parfois, je peux être indésirable auprès d'autres hommes, que ce soit physiquement, que ce soit dans la personne que je suis, que dans mes compétences, sans remettre en question le fait que je sois une femme. Ça peut être aussi le cas, parfois, j'ai le droit d'être illégitime. Je n'ai pas de diplôme d'avocat. Si demain, je me présente en tant qu'avocate au tribunal du coin, on va certainement me dire que je suis illégitime. Et oui, parfois, je peux l'être. Donc, vous voyez, en se donnant le droit de s'accueillir dans son humanité, déjà, quand on sort du cadre, mais aussi constater que ce dont on s'accuse, parfois, c'est ni bien ni mal, c'est notre perception qui est souffrante par rapport à ça, qui nous aide à nous accueillir dans notre humanité, c'est-à-dire un être humain qui a des limites, qui a des peurs, qui a des croyances, qui a des valeurs, et puis qui parfois sort de son cadre, qui joue hors jeu. Et est-ce que pour autant, ça fait de nous des humains qui sont moins dignes d'amour pour autant? Est-ce que ça nous enlève de la valeur d'être ces humains-là qui parfois ne correspondent pas à cet idéal? Et souvent, ce qu'on a du mal à accueillir, là, on a du mal à se pardonner soi-même, c'est tout ce qu'on a, vous savez, accumulé depuis tout petit, où on a vécu des souffrances quand, vous savez, on ne correspondait pas à l'idéal de nos parents, par exemple, qu'on n'a pas été pardonné à ce moment-là, parce que nos parents, eux, ne l'ont pas vécu de la même façon peut-être, qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été accueilli, ou qu'on a observé chez nos parents aussi qui pouvaient être souffrants et que nous, on ne s'autorise pas à être. Et bien, l'adulte que nous sommes devenus, lui, il peut utiliser son beau pouvoir intérieur dans le cœur, là, de s'accueillir dans son humanité, de se pardonner de ne pas correspondre à son idéal parfois. Et c'est là que la transformation va s'opérer en profondeur. Parce qu'en accueillant cette humanité, on va progressivement vers l'amour de soi véritable, en accueillant nos limites et notre humanité. Donc le pardon véritable,
En fait, c'est cette capacité que nous avons en tant qu'être humain de nous pardonner nous-mêmes ce dont on s'accuse, ce dont on se juge, ce dont on, vous savez, on s'auto-flagelle depuis fort longtemps. Quand on a cru pendant longtemps que finalement ce pardon véritable, il était extérieur à nous, que seules des autorités, qui soient des figures d'autorité parentale, éducative ou religieuse, avaient ce pouvoir-là. Et là, quand on renoue avec ce pouvoir intérieur de se pardonner soi-même, ce pardon véritable, ça apporte des bénéfices majeurs dans notre vie. Je vous ai dit en introduction, dans mon exemple, je sentais que mes relations, que ce soit personnelles ou professionnelles, se dégradaient de plus en plus. Et je me sentais triste et étiolée. Parce qu'en fait, je me sentais tellement souffrante dans ce côté illégitime et impardonnable. Je m'accusais tellement de ça et j'avais tellement d'attentes des autres qu'ils me pardonnent que forcément, ma relation aux autres était, comment dire, dégradée. Mais en me pardonnant moi-même progressivement à chaque fois que je me jugeais illégitime ou indésirable, ce que j'ai pu constater, c'est que ma relation aux autres a commencé à devenir de plus en plus harmonieuse. Alors, on va voir pourquoi. Mais là, peut-être qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous, là, toujours notre voix off, hein, qui vous dit, Nathalie, c'est bien gentil ce qu'elle est en train de me dire, mais moi, je n'ai pas appris comme ça. Depuis tout petit, j'ai toujours appris que seuls les autres pouvaient me pardonner et que c'était prétentieux de croire qu'on pouvait se pardonner soi-même. Moi, il y a une phrase qui me fait réagir et maintenant, je comprends pourquoi. Peut-être que vous aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire je m'excuse » et de vous faire prendre par quelqu'un qui vous dit « mais comment ça? On ne s'excuse pas, on demande à être excusé. » Est-ce que ça vous est arrivé, ça, déjà entendre ça? Qui es-tu pour t'excuser toi-même, ma chère Nathalie? Part de loin quand même. Hein. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Mais qui suis-je, moi, pour pardonner l'autre aussi? Si le pardon véritable, le pardon tel qu'on l'a appris, c'est une figure d'autorité à moi qui était capable de me pardonner, c'est-à-dire un Dieu extérieur à moi qui était mon père ou ma mère quand j'étais petite parce que je ne correspondais pas à la petite Nathalie qui voulait. Est-ce que moi, je suis Dieu pour pardonner l'autre? Aussi, une figure d'autorité supérieure à l'autre pour avoir ce pardon de l'autre? Et est-ce que l'autre est cette figure d'autorité et c'est ce Dieu ultime-là qui est capable de me pardonner aussi? C'est pour ça que dans la notion de pardon, telle que je la communique là, ce que je pratique pour moi, je parle de pardon véritable pour moi-même, c'est-à-dire cette capacité intérieure à me pardonner moi ce dont je m'accuse. Et dans ma relation à l'autre, c'est le concept de réconciliation. Pourquoi la réconciliation? Parce que finalement, le constat qu'on peut faire en s'accueillant dans son humanité et en se pardonnant, c'est-à-dire en ayant de la compassion pour l'être humain que nous sommes, plus on arrive à avoir de la compassion pour une facette souffrante de nous, en cessant de nous accuser d'être ainsi, plus quand on va voir la facette souffrante, la même chez l'autre, on va être dans cette capacité de compassion avec l'autre. Et là où moi, je pouvais me sentir énervée, irritée, agacée par le côté illégitime que je voyais chez ma mère, puis je peux vous dire, ça engendrait de la colère chez moi, hein, parce qu'elle me faisait sentir illégitime, c'est ce que je pensais. Alors elle, quand je la sentais illégitime, je peux vous dire que je n'étais pas du tout d'accord. Hein. Et bien, dans ces moments-là, plus moi, j'arrive à m'accepter illégitime parfois, dans ma relation avec ma maman, je constate que quand moi, avant, je l'accusais ou je la sentais illégitime parce qu'elle ne faisait pas à ma façon non plus, ma maman, déjà, d'abord, j'arrivais à avoir de la compassion avec elle. Ce qui fait que ma relation avec ma mère s'améliore grandement aujourd'hui. Alors, avec mon papa, c'est différent parce que lui, il est décédé. Mais par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai pu faire la paix à l'intérieur de moi. C'est-à-dire ces sentiments de rancune, de rancœur, où je l'accusais de me faire sentir indésirable, que ce n'était pas juste, qu'il ne désire pas une fille. J'ai pu prendre ma responsabilité et me pardonner déjà moi-même de m'accuser d'être indésirable parce que j'étais une femme. Et pour le coup, faire la paix avec mon papa, ce qui m'aide aussi aujourd'hui à reprendre une place dans le monde de l'entreprise auprès des hommes, à pouvoir reporter un regard différent auprès des hommes aussi dans le monde du travail. Et même de mon papa d'ailleurs.
de constater que ce n'était pas contre moi le fait qu'il ne veuille pas de fille. C'est que lui, il avait tellement envie d'avoir un fils pour monter son entreprise, pour transmettre son savoir-faire ancestral. Et c'est comme ça que les réconciliations, progressivement, se font avec les autres. En fait, le pardon de soi avec compassion amène à la réconciliation avec l'autre en ayant de plus en plus de compassion et constater que de toute façon, nous tous là, nous sommes juste des êtres humains qui faisons de notre mieux, qui parfois sortons du cadre et que c'est juste notre humanité, ça, de faire de son mieux et de parfois pas correspondre à son idéal. Et que cette réconciliation progressivement avec les autres, ça permet de sortir de plus en plus des sentiments de rancœur, de ressentiment, de rancune. À chaque fois qu'on croise un homme ou une femme qui va réveiller des souffrances à l'intérieur de nous, qui viennent réveiller ces souffrances de l'enfant que nous avons été quand on a eu peur de déplaire à papa et maman et qu'on ne s'est pas senti pardonner. L'adulte que nous sommes, en pouvant se pardonner soi-même ainsi, on se réconcilie profondément avec les autres au fur et à mesure sur notre parcours. Et le pardon véritable, il apporte des bénéfices vraiment magnifiques dans notre vie, au travers de ce chemin de réconciliation avec soi et avec les autres. Tout d'abord, parce que, je vous ai dit, dans les 3 étapes qui mènent vers le pardon véritable, quand on prend conscience de la souffrance à l'intérieur de soi, qu'on est en agitation, qu'on a une émotion là qui vient se réveiller en nous, une émotion désagréable parce qu'on est en train de s'accuser de ne pas correspondre à cet idéal, quand on prend contact avec elle et qu'on l'accueille dans la 2e étape, qu'on l'accepte, qu'on lui laisse le droit d'exister à cette partie de nous souffrante, là, notre humanité, on prend contact parfois avec de la colère, de la peur, de la tristesse qui est enfouie en nous depuis très longtemps. Et pouvoir prendre contact avec ça permet de libérer ces émotions souffrantes et donc progressivement de reprendre, de renouer avec une énergie en soi de plus en plus importante, de retrouver progressivement son énergie. Et puis cette énergie qu'on peut retrouver, c'est l'énergie de joie, parce que on voit, je vous ai dit, le pardon, c'est quand on essaie d'effacer ces sentiments de rancune, de rancœur, quand on s'accuse, quand on a l'impression d'avoir commis une faute. Et la rancune, la rancœur, c'est vraiment à l'opposé de la joie. Donc plus on arrive à se pardonner, à se réconcilier avec l'autre, plus ce qui nous maintenait dans la rancune et la rancœur se transforme de plus en plus en joie à l'intérieur de nous. Et toutes ces réconciliations, elles ont un autre bénéfice vraiment magique, c'est de pouvoir avoir des relations de plus en plus harmonieuses avec les autres. Plus moi, je m'accueille dans mon humanité, consciente d'être une femme qui s'est accusée d'être illégitime et indésirable, plus je me laisse le droit d'être parfois comme ça, en cessant de m'accuser, en pardonnant d'être ainsi, plus finalement, je permets à l'autre d'être dans son humanité aussi. Et toutes ces réconciliations-là, ça permet aussi un bénéfice extraordinaire qui est celui de se libérer de situations passées. Parce que les rancunes, les rancœurs, les ressentiments, ce sont des sentiments qui nous maintiennent sur des situations passées qui sont encore souffrantes à l'intérieur de soi parce qu'on n'est pas parvenu au pardon véritable. On est encore accroché à ces événements-là, car on est toujours en attente du pardon de l'autre. Mais progressivement, en arrivant à se pardonner déjà soi-même, de cesser de s'accuser de tout ça, on arrive à libérer progressivement nous-mêmes, ce pouvoir extraordinaire dont je vous parlais, ces rancunes, ces rancœurs, ces ressentiments par nous-mêmes. Et quand on libère ces situations du passé, le bénéfice majeur qu'on peut rencontrer au travers de ça, c'est de revivre de plus en plus dans le moment présent. Libérer de ces souffrances passées, en plus de la libération émotionnelle que ça engendre et qu'on retrouve notre énergie.
Un autre bénéfice important que moi j'ai vécu, c'est le bénéfice au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi. Pourquoi? Comme je vous disais, on a ce pouvoir intérieur de se pardonner soi-même. Moi, de pouvoir expérimenter que j'ai ce pouvoir intérieur en moi m'a donné beaucoup confiance en moi. Parce que j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, j'avais cette capacité-là. Que même si l'autre en face n'était pas content que je ne réponde pas à ses attentes, à ses valeurs, ou moi-même, je ne correspondais pas à ça, ben, néanmoins, j'avais un pouvoir, c'est-à-dire je n'étais pas impuissante face à cette situation. J'avais un moyen d'agir, ce qui me donne vraiment confiance à l'intérieur de moi. Et plus on arrive à se libérer de ses rancunes et de ses rancœurs, je vous disais, ça permet d'avoir confiance en soi, mais aussi de renouer avec une estime de soi. Parce que toutes ces émotions de rancune, de rancœur, de ressentiment, ça nous amène, vous savez, dans une image de soi qui est souffrante. Et cette capacité d'accueillir son humanité et de se pardonner de ne pas correspondre à son idéal parfois, permet de recommencer à s'estimer à un niveau de plus en plus élevé. Et tout ça, ça a un autre bénéfice extraordinaire, c'est que cette réconciliation, ces relations harmonieuses, cette joie retrouvée, cette énergie retrouvée, cette prise de contact avec ce pouvoir intérieur en soi, ben, ça nous permet de pouvoir nous recentrer dans notre cœur. Là où est ce pouvoir de pardon véritable, de nous accueillir pleinement dans cette humanité et de revivre de plus en plus centré en se donnant le droit d'être un être humain et en donnant le droit à l'autre de pouvoir l'accueillir en tant qu'être humain aussi. Accueillir ses limites, ses fragilités, ses vulnérabilités, son humanité, c'est vraiment le pouvoir, le bénéfice extraordinaire du pardon véritable, qui nous amène à nous libérer des croyances qui nous empêchaient d'aller vers ce pardon. Et on a vu ces croyances, c'est tout le cadre de référence dans lequel on a grandi, où quand on dépasse la barrière, on est en faute, hein, c'est comme le terrain de tennis, hein, vous jouez hors zone, quand on joue hors jeu, quand on met la balle en dehors du terrain. Et bien, tout ce système de croyances-là, quand on le franchit, on est en faute. Et en plus, on attend que ce soit l'extérieur qui nous en excuse. Mais finalement, quand on commence à se pardonner tout ce qui était ces barrières autour de nous, ce cadre-là, moi, vous savez, je me sentais étiolée là, entre mon côté illégitime et mon côté indésirable. Mais en me donnant le droit d'être parfois illégitime, indésirable. Ben moi, ces barrières-là que j'avais autour de moi, qui étaient mon cadre de référence, on commençait à tomber progressivement une à une, et puis l'espace autour de moi, là, dans lequel je pouvais être une humaine qui quand même pouvait plaire, être aimée, être désirable, légitime parfois, ça commençait à prendre sa place un peu plus, là, j'avais plus de place quand même, je pouvais m'épanouir un peu plus, là, vous savez, comme une belle fleur. Et puis de constater que les autres aussi, parce que finalement, il y a autant d'êtres humains qu'il y a de systèmes de croyances sur cette planète. Alors peut-être qu'à nous tous, là, si on réunit tous nos systèmes de croyances et de valeurs, on arrive à trouver un endroit sur cette terre assez large où on peut être juste des humains en cessant de nous accuser et de nous juger. Hein. Donc là, on voit comment le pardon véritable apporte des bénéfices majeurs dans notre relation à nous-mêmes, sur l'estime de soi, la confiance en soi, notre énergie, et puis la relation aux autres, pour avoir des relations de plus en plus harmonieuses, qui nous amènent progressivement vers l'amour véritable de soi et des autres. Alors pour ceux qui aimeraient aller plus loin sur ces thématiques, je propose dans mon activité des enseignements, notamment au travers d'ateliers que j'anime là en ligne au mois de mai, les 7 et 8 mai et le 14 et le 15 mai sur comment dire, les enseignements des flammes sacrées, certains les connaissent ici, hein, qui sont les ressources sacrées à l'intérieur de soi, et notamment la flamme violette qui est celle de la réconciliation, du pardon et de retrouver sa liberté d'être qui nous sommes profondément. Je propose ici des séances de réconciliation en accompagnement individuel, en ligne ou au cabinet. Et aussi une méditation que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne, hein, sur le site internet nathaliesaintemarie.com. Une méditation de réconciliation avec toutes les dimensions de son être. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin aussi sur s'aimer véritablement, hein, ce que je vous disais, le bénéfice majeur du pardon véritable, j'anime un atelier de 2 heures, vendredi prochain, le 15 avril,
de 15 h à 17 h au domaine Vitae pour aller voir quelles sont les deux formes d'amour et quelle est l'influence du parent du même sexe dans la façon dont on s'aime et on donne de l'amour. Ça, c'est pour ceux qui voudraient creuser un peu plus loin ce qu'est le pardon véritable. Alors, pour terminer la partie conférence, il faudrait juste vous dire, le pardon véritable, c'est ce pouvoir intérieur qu'on a de se pardonner soi-même ce dont on s'accuse quand on est en dehors de notre cadre de référence et qu'on s'accuse d'avoir commis une faute. Alors que pendant longtemps, on a cru que ce pouvoir était uniquement extérieur à nous, au travers des figures d'autorité autour de nous. Et que ce pardon véritable de soi-même amène des bénéfices majeurs pour la réconciliation avec les autres, vivre des relations de plus en plus harmonieuses, comme ça a été mon cas pour moi, avec ma maman, et la réconciliation dans la paix avec mon papa depuis qu'il est décédé, pour renouer avec ce pouvoir extraordinaire en soi et surtout ce pouvoir qu'on a tous, nous, en tant qu'êtres humains, de nous donner le droit d'être des humains avec des limites, qui sommes dignes d'amour malgré ces limites. J'ai terminé maintenant la partie exposée. Nous avons un temps de questions-réponses, de partage de 10 minutes. Ce que je vous invite à faire, c'est pour savoir si vous avez une question à poser, c'est d'aller dans l'onglet réaction. Alors ça, je le dis pour les personnes qui viennent d'arriver entre-temps. Si vous allez en bas de la barre d'outils de Zoom, vous avez un petit icône réaction sur lequel vous pouvez cliquer. Et là, vous avez l'option lever la main. Si vous levez la main, je verrai, vous apparaîtrez à l'écran pour que je vous donne la parole pour que vous puissiez soit partager vos prises de conscience ou vos questions au travers de la conférence que nous venons de vivre. Et je vous invite à ouvrir votre micro à ce moment-là. Je vous laisse la parole. Peut-être quelqu'un a une prise de conscience qu'il a vécue pendant cette conférence, qu'il a envie de partager, ou elle a envie de partager. Martine. Martine, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour qu'on t'entende, s'il te plaît? Oui, bonjour Nathalie, bonjour tout le Martine. monde. Bah écoute, waouh, ça a été pour moi pas du tout un hasard de t'écouter. Parce qu'effectivement, en ce moment, je m'accuse beaucoup parce que je procrastine. Et oui, puis je m'accuse en fait d'être feignante, etc. Donc j'avais fait toute cette recherche, effectivement, d'où ça venait. J'ai pu faire des liens avec mon passé. Mais là, voilà, c'est se pardonner soi-même qui, là, ça m'apporte beaucoup, effectivement, accueillir mes limites et puis d'être sortie, me donner le droit d'être sortie de ce cadre, en fait, qu'on m'a donné enfant, où il ne fallait surtout pas être feignante et toujours faire des choses et être en activité. Donc, ça m'amène là, aujourd'hui, à retrouver une certaine paix quand même. De dire oui, là aujourd'hui, j'ai mes limites et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et de m'accueillir dans ce côté que moi, selon mon système de valeurs, parce que je suis pas une feignante, mais selon mon système de valeurs, quand je suis comme ça, je suis une feignante. Ouais, ouais. Et merci beaucoup pour ton partage, Martine. Et oui, me donner le droit parfois d'être une feignante et d'être une humaine digne d'amour quand même. Oui, et puis ce qui m'a surtout, c'est en fait, quand tu as dit le pardon de soi amène à la réconciliation et ça permet de retrouver sa joie, son énergie de joie. Et en fait, c'est ça où j'étais étouffée là, à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Et là, ouais, c'est ça. Et ça me parle beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour ton partage, Martine. Merci beaucoup pour ta présence. Est-ce que quelqu'un d'autre a un partage à faire, là, une prise de conscience?
Il reste encore quelques minutes si vous voulez. Moi, Alors qui est-ce qui c'est Anne, qui? Anne, oui Anne, Anne, je t'écoute. oui. Aussi, pardonner, tout ce qui a pu nous être, inculqué, enfin l'éducation qu'on a reçue des parents, qui nous a un petit peu façonnés dans certaines erreurs. Mmh. Ça m'a beaucoup parlé, Ouais. ça m'a beaucoup interpellée. C'est vrai qu'inconsciemment, on répète des erreurs qui ont été faites par nos parents Mmh. et ça nous donne, on s'accuse de beaucoup de choses qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as un exemple précis qui te vient là, que tu aurais envie de partager ou c'était juste un partage comme ça pour toi, Anne? Parce que je t'écoutais avec ton histoire avec ton père et moi, c'était plus avec ma mère, des soucis. Elle elle a beaucoup elle a beaucoup souffert parce qu'elle a pensé, étant petite, ne pas avoir assez l'attention de sa mère et inconsciemment, elle a refait la même chose. Elle a plus enfin, c'est le ressenti que j'ai eu étant jeune, elle s'est plus occupée de mon frère que de moi pour un peu répéter la même erreur et c'est vrai que je lui en ai longtemps voulu parce que, j'en ai beaucoup souffert étant enfant, Mmh. mais j'ai pardonné parce que aussi j'ai compris pourquoi. Mmh. Et est-ce que tu as pu vivre justement cette libération-là? Tu parlais de la souffrance, j'ai beaucoup souffert. Oui, oui, parce Mmh. que, par rapport à la relation que j'ai avec ma mère, Mmh. fatalement, ça a changé beaucoup de choses. Mmh. Je l'ai acceptée comme elle est, avec ses souffrances. Mmh. Très bien. Bien, merci pour ton partage, Anne. Merci de ta présence. Merci. Il reste encore quelques minutes. Je peux prendre encore des partages ou des questions pour ceux qui souhaitent. Peut-être que certains se sont retrouvés là dans les systèmes, vous savez, quand on était enfant, de choses où vous êtes sentis, en faute vis-à-vis de vos parents et qui se répètent, dans, votre vie d'adulte aujourd'hui? Pas de questions, pas de partage? Il y a Christelle qui a levé la main, c'est ça? Christelle, je t'écoute. Oui, je voulais juste te poser une question. À un moment donné, tu as parlé de l'énergie masculine. Et est-ce que tu pourrais m'en dire plus, en fait? Oui, merci pour ta question. Effectivement, je disais, comme je me suis sentie indésirable en tant que femme, vous savez, dans le monde, dans l'entreprise, moi, j'avais l'idée qu'une femme, c'était trop sensible et incompétent, qu'un homme, c'était fort. Et vous savez, alors moi, quand je dis que je suis arrivée dans mon énergie masculine, je suis arrivée avec ma force, hein, et puis j'ai mis ma sensibilité de côté. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Merci pour ta question, D'accord, Christelle. merci. Alors, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Qui est-ce qui veut commencer? Dominique? Est-ce que tu veux, parler? Je t'entends pas, Dominique. Est-ce que tu peux enlever ton micro, s'il te plaît? Ça, c'est bon. Oui. Moi, je suis un peu comme toi, je suis une enfant désirée, donc j'ai longtemps culpabilisé d'être là sur Terre. Et pourquoi j'étais là? En plus de ça, mes parents ne s'entendaient pas. Donc à 4 ans, maman est partie avec moi. Et moi, je voulais toujours revenir chez mon papa et dans mon bateau, puisque j'étais marinière. Et ma mère est revenue pour moi tellement je pleurais et qu'elle n'arrivait pas à me traîner. Et j'ai longtemps culpabilisé si mes parents ne s'entendaient pas, c'était de ma faute parce que maman était revenue à cause de moi. Très, Mmh. très, très longtemps, je l'ai mal vécu. C'était compliqué dans ma petite tête d'enfant. Et puis en plus, ça, je n'étais pas une petite fille sage. J'avais rien pour moi, j'étais très fière. Donc ça n'arrangeait pas les choses. Et puis un jour, quand je me suis mariée, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que mes parents ont eu l'occasion de se séparer qu'ils n'avaient jamais fait. Donc ça m'a beaucoup Mmh. aidé, ça m'a aidé à me pardonner
choses comme ta maman. Je pense que moi, instinctivement, en tant que maman, et j'ai à peu près le même âge que ta maman, je fais tellement la même chose sans le vouloir avec mes filles quand on fait des choses ensemble. Je me suis retrouvée à ce moment-là. Et parce que certainement que ma mère l'a fait avec moi. Mais par contre, j'ai réussi à pardonner à mes parents parce que quand ils sont tombés malades, c'était moi la plus jeune et il n'y a que moi qui me suis occupée d'eux alors que j'étais la plus loin. Je me suis occupée de ma maman jusqu'à leur décès. Et pour moi, ça a été ma façon de leur pardonner. Voilà, voilà un peu mon histoire. Voilà un peu comment je me suis retrouvée à travers ce que tu situais. Je vais un peu des signes quand je t'entendais parler. Eh bien, Ça, on se force beaucoup plus. Je suis devenue très perfectionniste. J'essaie toujours d'être dans l'idéal pour Et en tant que perfectionniste, est-ce que tu te retrouvais, toi, dans les stoïciens qui disaient « je n'avais pas le droit à l'erreur, je suis impardonnable ». Donc, en vieillissant, on change beaucoup parce que en vieillissant, il y a des choses que je lâche, j'arrive à lâcher prise. Si j'y arrive pas, ben, je me dis, bah, tant pis, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'arrive maintenant à passer à beaucoup de choses. Puis c'est vrai que mon chemin de vie spirituelle m'a aussi beaucoup aidé à. Voilà. Et tout ça m'a appris beaucoup de choses. Écoute, merci beaucoup Dominique pour tes partages. C'est des beaux exemples de réconciliation et de prise de conscience pour aller vers le pardon véritable et puis les bénéfices qu'on peut vivre au travers de tout ça. Merci beaucoup à toutes et à tous. Le temps de cette conférence vient de se terminer. J'ai eu beaucoup de joie de partager cette expérience avec vous. J'ai vraiment, ça me fait chaud au cœur ce que je suis en train de vivre là auprès de vous. Et puis là, je vais arrêter l'enregistrement pour tout vous dire. Je vous souhaite, alors je voudrais déjà avant de l'arrêter, remercier infiniment Catherine pour son assistance technique sans laquelle je ne me serais pas sentie aussi sereine que je l'ai vécue aujourd'hui. Donc merci infiniment. Merci à toutes et à tous, Mohamed, pour votre présence ici, à la fois pour cette conférence que vous y avez apporté, de votre présence, et puis aussi pour ce moment particulier pour moi. Je vous souhaite une douce journée. Et là, je vais arrêter l'enregistrement, mais ceux qui veulent rester encore pour papoter, faire leurs échanges, me dire ce que vous avez vécu, vous êtes les bienvenus. J'arrête.